C'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend? Super. Donc, bonsoir à toutes et tous. Je vous remercie vivement d'avoir pu prendre de votre disponibilité pour assister à cette présentation. Alors, je rappelle qu'elle sera disponible en libre accès d'ici jeudi 15 octobre 2020. Aujourd'hui, je profite en fait de l'occasion qui m'est donnée par le département d'orthophonie de Lille et de cette assemblée annuelle des maîtres de stage pour faire passer finalement quelques messages scientifiques et cliniques au sujet du projet de recherche Demonext que vous a un petit peu présenté Maïtran en préambule. Et c'est un projet pour lequel je collabore. En cette fin d'après-midi, j'ai encore pu constater le rôle prépondérant des maîtres de stage dans l'accompagnement des étudiants de cycle supérieur en orthophonie, car vous proposez des contenus pédagogiques, techniques et cliniques qui garantissent le développement des bonnes pratiques professionnelles. Et l'accès aux nouvelles approches cliniques et scientifiques est de fait une nécessité pour vous. Et c'est ici, finalement, tout l'objet de cette démarche de présentation dans laquelle s'engage le département d'orthophonie. Alors, dans ce contexte, j'aimerais vous livrer une synthèse rapide de l'état des connaissances dans le domaine de la morphologie dérivationnelle afin de vous saisir la nécessité de développer une banque de données en libre accès pour les orthophonistes, mais également pour les enseignants. C'est vraiment de mutualiser toutes les compétences et toutes les forces vives issues de la demande sociétale et de la recherche scientifique. Et enfin, en guise d'illustration, et pour parler au plus grand nombre, je présenterai un exemple d'intervention en langage écrit pour laquelle Julie Catini, orthophoniste au Luxembourg, et partenaire du projet, a développé un protocole de soins. Je vous invite vraiment à garder vos micros coupés. Comme vous avez pu le constater, on peut avoir quelques problèmes techniques de sonorisation. Et je rappelle que il y aura un temps de 15 minutes d'échange qui vous sera ensuite proposé. Alors, il ne vous aura pas échappé que régulièrement, dans notre quotidien, nous sommes les témoins et les locuteurs de production orale ou écrite de mots aux formes qui sont finalement variées. Et cela implique de fait des variations de sens. Et à l'occasion, cela affecte des catégories syntaxiques de ces unités. Alors, ces occurrences, donc vous avez ici quelques échantillons qui émanent aussi bien de constructions enfantines que de celles de patients, de politiciens bien connus, de présentateurs radio ou de candidats de jeux télévisés, ont très schématiquement toutes finalement bénéficié d'un ajout, d'une composition, d'une opération de préfixe ou de suffixe à une base par dérivation. Alors, je pense que là, rien qu'en lisant ces exemples, comme Christine Bravo qui dit sur RTL, mais pas du tout, c'est lui qui attribue les places, c'est un placier, ou encore une amie qui me disait qu'un rhumatologue, c'était celui qui va soigner ton rhume, ou bien des candidats de télé-réalité qui devaient réfléchir au mot sagacité en réfléchissant en disant, voilà, ça doit sans doute venir du mot saga, et donc ça doit venir des séries. Eh bien, on voit qu'on peut, comme ça, laisser fleurir des compositions d'unités de ce type, plus ou moins aussi en rapport avec vos normes linguistiques, en tout cas celles que vous auriez pu intégrer, même si la question de normes est très discutée en linguistique. Pour autant, toutes sont le fruit vraiment d'une opération cognitive, d'années d'évolution et une opération linguistique qui est pertinente pour exprimer notamment un concept. Et tout ça par une simple opération d'ajout, plus ou moins heureux d'ailleurs, vous en conviendrez. Alors, c'est finalement une opération qui renvoie à la discipline de la linguistique qui les étudie, la morphologie. Très schématiquement, il s'agit d'un champ d'études qui s'intéresse à la fois aux formes des mots, mais aussi à leur transformation, un peu à la façon de ce qui caractérise finalement une branche de la biologie qui s'intéresse à la morphologie des espèces sur la planète et étudie elle aussi des variations, des adaptations des espèces animales et végétales à des milieux, et qui participe ainsi à la biodiversité. Eh bien, les morphologues sont des spécialistes de l'étude de la morphodiversité au sein des langues et de leur contexte socio-culturel ou de contextes modaux pluriels. On sait que d'un point de vue historique, l'étude de cette morphodiversité, des formes lexématiques, a longtemps préoccupé les humains. Je cite en exemple le très bel ouvrage séculaire de Panini, durant l'Inde antique au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce codex, dans ce manuel, dans cette collection plutôt, il figure comme le plus grand en fait, traité connu de grammaire sanscrite et présente un ensemble de près de 4000 formules appelées sutras,
dont l'enchaînement permet la réalisation de tous les énoncés corrects possibles de la langue. Ce qu'il y a d'assez fameux en fait, dans ce codex, c'est que la grammaire de Panini est fortement systématisée et très technique. Les concepts de phonèmes, de base, de racines sont inhérents à son approche analytique, et c'est tellement complexe et exhaustif, à la limite, que les règles contextuelles ne seront connues et comprises par les linguistes qu'au XIXe siècle. Toutes les règles védiques définies par le grammairien sont d'ailleurs considérées comme si précises que les informaticiens les ont mises en œuvre pour enseigner, par exemple, la compréhension du sanskrit aux ordinateurs en intelligence artificielle. Donc, on voit vraiment que c'est une préoccupation qui est séculaire et qui est un peu tombée dans l'oubli. C'est un champ d'études qui a été longuement oublié ou du moins marginalisé en tant que tel avec la montée de la grammaire générative dans la deuxième partie du XXe siècle, notamment dans une volonté de réduire la morphologie, la syntaxe et la phonologie, et je ne viendrai pas sur ces théories-là, mais c'est pour vous donner un peu un background de ce qu'on est en train de voir ce soir. Cependant, les modèles scientifiques proposés par le linguiste américain Noam Chomsky dans les années 70 ont permis de nuancer ces tendances et finalement de réaffirmer progressivement ce champ d'études tout à fait passionnant. Alors nous, ce qui nous intéresse dans le cas de la morphologie, c'est on pourrait dire un petit pan de la morphologie, mais qui est extrêmement important à l'oral et à l'écrit et dans la pratique orthophonique. Il s'agit de la morphologie dérivationnelle qui correspond, les linguistes diraient que c'est l'ensemble en fait, finalement, des relations que peuvent entretenir des unités lexicales qu'on appelle lexèmes. Donc, unités lexicales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas soumises à l'oral, elles ne sont pas soumises à l'écrit, hein, elles ont une entité qui est indépendante. Et ce lexème aurait besoin de construction avec d'autres lexèmes ou plusieurs autres lexèmes pour décrire de nouveaux concepts et réaliser de nouvelles références. Alors, très sommairement, la morphologie dérivationnelle concerne la formation et la construction des mots. C'est pour ça qu'on parle également de morphologie constructionnelle. Vous l'entendrez peut-être ou vous le lirez peut-être dans des articles sur le sujet. Et elle permet d'étudier les relations entre les mots d'une même famille. Alors, c'est très connu en orthophonie et puis en pédagogie, en evidence-based education, sur l'écriture, par exemple. On sait que l'utilisation des connaissances et des stratégies liées à la morphologie dérivationnelle permet d'orthographier de façon précise certaines parties des mots écrits. Et de fait, on peut, par exemple, pour orthographier le mot, on peut imaginer laitier, dans la pratique, renvoyer, pour l'orthographier correctement, cela va nécessiter que l'enfant ait une connaissance du mot de base qui est le mot lait. Alors, en plus, il y a la graphie AI qui peut être complexe. Donc, une fois que ces choses sont bien établies, qu'en tout cas on a sémantisé, c'est-à-dire qu'on a donné du sens au mot de base, le mot lait, eh bien, la signification du suffixe en IE, IER, c'est-à-dire la personne réalisant une action, un métier ou plus simplement renverrait globalement à une fonction occupée, eh bien, permet de choisir un mot précis, de l'orthographier correctement, plutôt que de donner une version erronée comme celle que j'ai pu illustrer avec laitier, L-A-I-T-I-E. Une autre situation linguistique qu'on vit tous en pratique clinique et aussi dans l'enseignement, c'est lorsque, finalement, c'est une situation dans laquelle l'utilisation de la morphologie dérivationnelle permet la production précise du mot et l'établissement des liens entre les mots dérivés. On le vit avec notamment ce qu'on appelle les lettres muettes. Lorsque vous voulez orthographier adéquatement le mot rang, R-A-N-G, eh bien l'élève ou le patient peut recourir à sa connaissance des familles avec un étayage de l'administrateur ou de l'enseignant et ajouter ainsi la lettre G au graphème parce qu'il a dans son stock sémantique les mots comme ranger, ou ranger encore le verbe à l'infinitif. Donc, avoir recours finalement à la morphologie aiderait le scripteur à faire des choix pertinents pour orthographier. Les connaissances et les stratégies liées à la morphologie doivent faire l'objet d'un enseignement systématique, car selon les résultats de Michel Fayol, notamment en 2008, peu d'élèves découvrent les règles morphologiques de façon, on va dire, intuitive. Alors, qu'en est-il de la clinique? Après tous ces
C'est l'objet qui nous préoccupe, hein, c'est ce qui justifie que nous soyons aussi dans l'enceinte d'une université de santé et de médecine, et plus spécifiquement dans un département orthophonie. Qu'en est-il des données dans le cadre de la pathologie ou de marqueurs considérés comme compensatoires, par exemple, pour réguler ces pathologies? Eh bien, les données de la littérature ne sont pas aussi prolifiques et tranchées que pour d'autres champs de la recherche, par exemple la phonologie, dans le domaine de la clinique. On sait, et on repère depuis une quinzaine d'années, c'était figuré dans le résumé que Sophie Ravez et Charlotte Abel vous avez transmis, la plupart des données sont plutôt orientées d'abord chez l'enfant. Donc, on a peut-être des confrères, des consoeurs ici qui travaillent exclusivement chez l'adulte ou préférentiellement avec des adultes. Je vous présenterai quelques résultats, mais on a essentiellement des résultats émanant de suivi en pédiatrie. Et en pédiatrie, mais chez les enfants tout venant, afin notamment de relever des processus normocognitifs avant tout transfert vers la pathologie. Par exemple, comme je le décrivais précédemment avec les propos de Michel Fayol, on sait que des pédagogies orientées en morphologie peuvent améliorer les performances en lecture, en orthographe, en vocabulaire pour les élèves tout venant. Ça, c'est plutôt bien établi. Je ne peux pas parler de la dimension clinique, évidemment, sans renvoyer au modèle d'apprentissage des représentations écrites. Encore une fois, c'est toujours l'enfant tout venant. Dans le but de rendre compte de l'apprentissage de la lecture-écriture et de l'évolution des représentations écrites, Seymour, en 2008, a élaboré un cadre théorique bien utile pour les pédagogues et puis pour les orthophonistes, présentant finalement les stratégies utilisées pour identifier et produire des mots écrits. Dans son modèle, 4 traitements sont identifiés pour produire les mots écrits. Le traitement logographique, pour la production de mots familiers, comme le mot maman, par exemple. Le traitement alphabétique, pour associer des phonèmes et des graphèmes afin d'orthographier des mots peu familiers, comme le mot fièvre ou des pseudomots ou des mots précieux. Le traitement orthographique, en tant que tel, afin de produire des segments orthographiques de mots réguliers comme manteau, manteau EAU, puis de mots irréguliers comme femme, FE2ME. Et enfin, le traitement morphographique pour produire des mots plurimorphémiques composés d'un mot de base et d'un affixe en s'appuyant sur leur signification. Par exemple, partir de la base de boucle et le dériver en bouclette qui signifie diminutif, en gros petite boucle. Donc ces traitements doivent être efficients afin de produire les mots écrits avec précision. Et on se rappelle tous dans notre formation initiale et continue et dans la pratique qu'on peut avoir avec les patients que pour l'élève dysorthographique, eh bien, du moins quand on veut comprendre la pathologie, il faut d'abord accéder à l'aspect normocognitif pour voir que quand quelque chose déraille, quand quelque chose est dysfonctionnel ou atypique, eh bien, on peut avoir un système de traitement qui est perturbé et amené à poser un diagnostic de dysorthographie, par exemple. Je vous prie de m'excuser. Alors, pour l'élève dysorthographique, l'un ou l'autre de ces traitements est perturbé, ça aussi c'est bien établi. Selon Conley et ses collaborateurs, cet élève va démontrer un retard en ce qui concerne par exemple la transformation de l'information phonologique, c'est-à-dire le code oral, en code orthographique, c'est-à-dire le code écrit. L'élève dysorthographique, même lorsqu'il est plus âgé d'ailleurs, peut produire entre autres des erreurs de substitution phonémique, bateau en dato, ou lors de production d'un même mot dans un texte, on va observer des variations orthographiques du type animaux A-N-I-M-A-U ou animaux A-N-I-2-M-E-A-U. Et c'est, je pense, en tout cas dans la pratique de terrain, une demande qui apparaît chez des adolescents, des jeunes adultes qui envisagent un suivi, un parcours académique et qui reviennent chez l'orthophoniste parce qu'ils présentent des difficultés de cet ordre au niveau de ces substitutions ou de ces difficultés en morphologie dérivationnelle. Donc, on peut comprendre qu'une intervention adaptée à leur capacité et à leur déficit est nécessaire. Et à cet effet, les résultats d'études révèlent que les connaissances sur la morphologie constituent une stratégie assez accessible pour l'élève dysorthographique. Actuellement, les atypies et les données pathologiques qui sont objectivées sont, comme je vous disais, basées chez l'enfant. Et alors, chez les enfants plutôt présentant un trouble développemental du langage, ou présentant un trouble spécifique des apprentissages, notamment du langage écrit. Mais ça reste un domaine, toujours à l'étude, et dont les impacts cliniques sont parcellaires pour l'instant. On sait qu'il y a une implication de la conscience morphologique lorsqu'on travaille la conscience phonologique, et qu'à un moment donné, il faut même
préparer la conscience morphologique pour compenser une conscience phonologique qui serait déficitaire. Ça, c'est plutôt bien établi. Un autre point qui est établi aussi en clinique, c'est que des connaissances remontent chez des adultes présentant des maladies neuroévolutives type aphasie primaire progressive et maladies d'Alzheimer au stade initial et modéré. On a notamment 2 très beaux articles, une revue systématique d'Auclair Welley en 2015 au Canada et de l'équipe de Joël Macquart et de Marion Fossard en 2013, dans laquelle Noémie Auclair Welley avait participé sur des hypothèses finalement qui, autour de la morphologie dérivationnelle ou d'occurrences qui peuvent apparaître dans des corpus d'échange avec des personnes présentant ce type de pathologie, mais on n'en est pas encore au stade des interventions en tant que telles. L'état des connaissances actuelles pointe en fait notamment le besoin de développer des approches valides sur le plan méthodologique, ce qui est un bon sens finalement, c'est-à-dire que plus on draine de l'information, plus on draine des problématiques et des situations qui peuvent être insolubles dans un contexte méthodologique donné. Donc, l'objectif, ça va être aussi de développer aussi de nouvelles approches, notamment avec la crise de la réplicabilité qui touche la recherche à l'international et le domaine clinique. Il y a vraiment cette nécessité de transférer des données empiriques pertinentes pour permettre aux cliniciens et aux pédagogues de développer un protocole de rééducation ou d'enseignement basé sur des études d'intervention publiées et qui soit éthique pour le patient. Donc la sélection des occurrences dérivées, aussi bien pour le domaine de la recherche que de la pédagogie de la clinique, participe fortement à ce besoin. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de recherche DemoNext que je vais maintenant vous présenter. C'est un projet qui vise à rendre accessible aux cliniciens et aux enseignants une base de données de type lexique, que vous avez peut-être déjà consulté en ligne, axée sur les propriétés morphologiques des unités lexicales. Et dans le cadre de la pratique développée sur la langue, il y a de fait nécessité, à un moment donné, de s'intéresser au lexique d'une langue. Le lexique d'une langue, comme le français, est composé majoritairement de mots morphologiquement complexes, préfixés, suffixés, convertis ou composés. Et cette information structurelle, peut-être que vous avez ce réflexe, elle est généralement disponible dans les rubriques étymologiques des dictionnaires, des manuels physiques. Mais comme dirait Bernard Pivot, quid de la variabilité des formulations? C'est vrai qu'il y a une forte variabilité des formulations et des occurrences au sein de ces manuels, ou plutôt dans le discours, dans la communauté linguistique, on va dire vivante, et qui n'apparaît pas aussi dans les manuels. De nouveaux termes ou de nouvelles compositions apparaissent, ou des compositions plus précieuses ont parfois été rejetées de ces manuels, et il y a nécessité de les inclure parce que vous n'êtes pas à l'abri, à un moment donné, de devoir les travailler avec un patient, adulte, adolescent, selon ses objectifs. Cette information structurelle, elle existe, mais pas en français. Pour des langues comme l'anglais, l'allemand, le néerlandais, le tchèque, il existe des bases de données morphologiques qui décrivent les propriétés dérivationnelles des mots de manière clairement systématique, comme l'avait fait à l'époque Panini. C'est là tout l'objet finalement de la recherche de DemoNext, c'est de développer une version française qui a en fait, on a un peu triché avant de vous rencontrer, il y a des choses qui ont déjà été développées en fait il y a plusieurs années avec une autre banque de données qui s'appelle DemoNet, qu'on pourrait appeler la grand-mère ou en tout cas la parente de DemoNext, qui est le prototype en fait développé par les auteurs principaux de DemoNext, que sont Fiametta Namer de l'Université de Lorraine et Nabil Atout de l'Université de Toulouse. Vous avez un lien aussi qui est présent sur le PowerPoint, où vous pourrez aussi consulter cette base de données qui est en libre accès sur Ortholangue. Et donc, vous pouvez voir sur cette capture d'écran qu'il y a déjà eu un typage par catégorisation, par définition, qui a été réalisé avec un vrai soin apporté sur toutes les dérivations qui peuvent exister autour d'un lexème ou de plusieurs lexèmes. Disposer en français d'une banque de données à large couverture comportant des descriptions riches, fiables, permettrait de répondre à des besoins multiples, comme pour le cadre de la recherche fondamentale, la confirmation empirique et l'élaboration d'hypothèses en morphologie, le développement d'outils aussi en traitement automatique des langues, donc c'est vraiment de la grosse linguistique bien velue
est bien dense, mais qui est très importante pour ensuite répondre à une demande sociétale qui est bien l'enseignement du vocabulaire, le diagnostic, le traitement de troubles lexico-développementaux ou acquis, réaliser des évaluations avec des banques de données, ou en tout cas des occurrences qu'on a pu contrôler, c'est tout de même un peu plus, en tout cas pertinent pour répondre à ces enjeux. Alors, il s'agira vraiment d'une ressource de grande ampleur qui est encore à l'œuvre et qui disposera de descriptions riches dès l'exem, comme je disais, c'est des unités lexicales, avec des relations dérivationnelles et des paradigmes où elle s'insère en représentant toutes les informations de façon explicite, uniforme, en vue aussi de garantir une traçabilité systématique de toutes les informations qu'elle fournit et sera évidemment compatible avec les principales théories qui existent en morphologie actuellement, sur lesquelles je ne vais pas venir, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet. L'idée, c'est que vous puissiez monter des protocoles de soins avec encore plus de robustesse, encore plus de solidité, que vous pourrez expliquer à vos patients, aux familles, et puis aussi dans des activités de diffusion du savoir-faire et du savoir-être des logopèdes et des orthophonistes sur cette thématique. Alors, la banque de données offre une validité théorique importante. C'est en tout cas ce qu'on observe dans notre par rapport aux besoins issus des sciences du langage, des sciences de l'éducation. On a plusieurs points assez positifs. Je vais parler aussi des points négatifs, hein, rassurez-vous. Mais c'est aussi bien, c'est d'abord bien c'est toujours bien de valoriser ce qui existe d'abord. Eh bien, on a des modèles théoriques et des explications théoriques sous-jacentes qui sont bien pavées dans les domaines de la linguistique et du traitement automatique des langues, avec un avantage particulièrement pertinent pour les enseignants et les orthophonistes, c'est le soin apporté au typage morphosémantique des lexèmes qui vont être en fait connectés par une relation implémentée dans le programme qui a été développé. Donc, ce qui signifie sommairement que vous pourrez, dans votre pratique, axer vos items en veillant eh bien, à les inscrire dans un réseau sémantique qui va être adapté aux goûts et aux besoins du patient, à son âge développemental, à la consistance aussi dont vous avez besoin pour travailler sur l'écrit à travers différentes modalités. Alors, c'est encore un travail en développement parce que ça demande eh bien, pas mal de bras déjà d'un point de vue effectif, mais aussi de réseaux en intelligence artificielle. Mais c'est vraiment le gros projet de DemoNext. Et par ailleurs, c'est aussi de considérer toutes les nombreuses variables qui peuvent exister pour monter un protocole eh bien, d'apprentissage ou de soins, comme je vous le disais, sur la fréquence, la transparence, les structures syllabiques aussi vont être considérées, tenir compte aussi de l'effet de longueur, de la dimension catégorielle. En clair, sur les différentes études qui ont pu être un peu en pilote, qui ont été menées l'année précédente et puis au début de mon postdoc, eh bien, on peut considérer que DemoNext en est actuellement sur une phase d'études cliniques en evidence-based practice selon Robé, une phase 2 en fait, sur 5 de ce modèle, ce qui correspond en fait à une recherche préalable au sein d'un sujet encore très peu développé, comme je vous le disais, et qui nécessite de dresser un inventaire théorique et méthodologique solide, notamment avant de lancer une recherche plus importante et encore plus de l'appliquer auprès des patients. Justement, c'est vraiment un objectif éthique, c'est d'avoir vraiment dans notre escarcelle un maximum d'informations et de data cliniques et scientifiques avec des dialogues réguliers venant du terrain et de la recherche fondamentale pour proposer des premières applications cliniques. Alors, une première application a déjà été développée avec Lucie Maki, l'équipe de Christine da Silva Jeunesse en 2019. Un début de validation empirique, on pourrait presque dire. Et puis, aussi, des premières réflexions commencent à se développer pour créer un design expérimental, des ressources basées sur des corpus, notamment avec Stéphanie Cahet et toute l'équipe de psycholinguistes, pour avoir comme ça répertorié des comportements développementaux dans des conversations enfantines. Alors, ce projet fait intervenir plusieurs chercheurs nationaux et internationaux, comme vous le disiez, Maïtran, qui ont été répartis selon leur spécialité au sein d'une chaîne de traitement distribuée en 4 lots. Le premier lot, succinctement, mais c'est le plus important, c'est la Mother of Dragons, ceux qui ont commencé le travail,
était de développer en fait une phase de recherche fondamentale, de collecte de données issues de corpus et d'ajustement systématique, de structuration aussi des modèles mathématiques et informatiques qui ont été nécessaires à l'ADN de la banque de données. Et le 4e lot a pour mission de développer la transférabilité de cette banque pour le domaine clinique. Et c'est tout l'objet de cette rencontre d'aujourd'hui. Le lot 4 est soutenu par 4 démonextiennes et un démonextien, donc c'est un projet qui est très girl power. Alors, sur la présentation rapide, on a 2 co-responsables, Georgette Dahl et Maïtran, qui sont issus de l'Université de Lille, Stéphanie Cahet, qui est psycholinguiste et de l'Université de Lille, Lucie Maki, qui travaille ici en tant qu'enseignante également, elle est orthophoniste et psycholinguiste, et puis moi-même sur un contrat postdoctoral. L'intégration de Demonex dans les programmes éducatifs et les protocoles d'intervention d'évaluation orthophonique nécessite de réaliser finalement une étude des besoins et des ressources déjà présentes pour le public visé. C'est-à-dire le public visé, vous, essentiellement, les pédagogues aussi. Les pédagogues, j'entends bien des enseignants de maternelle, de collège, des professeurs de français langues étrangères qui seraient susceptibles d'utiliser du vocabulaire français, mais aussi des patients, évidemment, et des élèves. Caractériser aussi une autre mission, c'est de caractériser la robustesse, la validité, finalement, le niveau de transférabilité et interroger la dimension éthique de la banque de données pour une implémentation clinique. On ne va pas vous la mettre entre les mains comme ça, sans une réflexion éthique derrière, c'est absolument important. Et dans le cadre de la pathologie, eh bien, de cibler par modèle, en fait, une population témoin, parce qu'il ne sera pas forcément possible de toutes les étudier, en tout cas, ça sera l'objet de futures recherches, pour réaliser une étude prospective des besoins cliniques spécifiques sur cette thématique. Et puis enfin, l'autre objectif pour ce transfert, c'est les ajustements collégiaux et réguliers avec les collaborateurs en traitement automatique des langues en vue d'ajuster la banque de données. Alors, un ensemble de procédures a déjà été mis en place dans ce contexte afin de construire en fait une réflexion de transfert pour la société. Le bloc numéro 1 va être essentiellement orienté sur une revue critique du matériel orienté en morphologie dérivationnelle. Donc, ça sera les supports que vous connaissez, vous utilisez peut-être déjà, aussi bien en pédagogie qu'en orthophonie. Le bloc numéro 2 va plutôt s'employer à interroger les pédagogues et les cliniciens français, enfin francophones, sur l'état de leurs connaissances en morphologie, mais aussi leur stratégie de sélection d'un outil pédagogique et d'un moyen d'étayage clinique. Et enfin, de développer des temps de sensibilisation de cette dimension et du projet en fait, auprès des orthophonistes en études pilotes, mais aussi de créer un engouement, comme on va le faire là dans quelques instants, autour de vignettes cliniques. Dans l'objectif vraiment de visualiser ce qui peut être fait au sein d'une intervention clinique en morphologie, une vignette clinique a été élaborée en fait en collaboration avec une orthophoniste. Alors, en toute honnêteté, les occurrences utilisées dans le protocole qui vous être présentés ne seront pas encore basées sur les résultats de Demonext, qui, comme vous l'aurez compris, nécessitent encore des phases d'approfondissement. Cependant, l'objectif, c'est vraiment, de cette présentation, c'est vraiment de vous présenter un cas clinique en vous sensibilisant à ces approches et, si vous le souhaitez, à bien nous rejoindre en fait, dans l'équipe pour réaliser des procédures de travail très proches auprès de vos patients, accompagnés d'étudiants en orthophonie sur les terrains de stage que vous animez. Alors, on va commencer la présentation de ce cas clinique avec Nicole. Nicole qui est venue pour une consultation orthophonique à 9 ans et demi et qui présente un trouble du langage écrit isolé. Un décalage en fait, a été objectivé sur l'automatisation de l'identification du mot écrit qui serait en fait limité au niveau des mots irréguliers, un lexique orthographique pauvre, des erreurs aussi récurrentes dans la segmentation en contexte de phrase. Et toute la question qui se pose et qui est aussi l'objet de cette intervention, eh bien, c'est les phénomènes de persistance et de durabilité de ces troubles. Alors, j'arrive pas à avancer. Oui, voilà. Pardon. Toutefois, Nicole présente un très bon niveau langagier avec des représentations phonologiques qui sont encore mal encodées. On avait un exemple sur Corpus où on voyait que le circle est à la place de cirque,
mais c'est une enfant qui fait preuve d'une grande maturité, qui elle-même a fait la demande, en fait, qui était vraiment en demande d'une prise en charge orthophonique, à tel point que l'enseignante n'avait pas repéré ses difficultés orthographiques. En revanche, c'était vraiment source d'angoisse et de difficultés dans un contexte d'une enfant qui est excellente en mathématiques, qui fait preuve de beaucoup d'anticipation et de parents très présents dans dans sa vie, en fait, et dans son accompagnement, à tel point que le papa prend ses après-midi pour l'aider dans la réalisation des devoirs et l'accompagner aux rééducations orthophoniques, ce qui sont finalement des bons facteurs de protection. Nicole présente une grande impulsivité en fait, face à l'écrit uniquement, à tel point qu'elle a demandé en fait, un rendez-vous avec un psychologue auprès de sa pédiatre. C'était une discussion qu'elle a pu avoir avec elle sans la présence des parents, parce en fait, ce qui l'angoisse le plus, c'est son souhait de devenir pâtissière, en tout cas même d'être meilleure ouvrier de France, et elle se rencarde déjà sur des stages à l'étranger, en Suisse ou dans le sud de la France pour réaliser son rêve, et elle est extrêmement inquiète concernant l'impact de ces difficultés sur ses apprentissages et sa capacité finalement à réaliser son rêve. Donc vous avez là en fait une vraie demande un peu type des piliers en fait qu'on entendrait dans l'evidence-based practice, avec des besoins du patient et des enjeux massifs sur la qualité de vie de cette patiente et pour son futur. Alors, je vais aborder avec vous les bases théoriques et empiriques qui ont permis de développer ce protocole d'intervention. Les références sont ici présentes sur le PowerPoint qui vous sera délivré. En effet, avant de lancer une intervention, il faut le prouver au patient et puis se le prouver aussi, arriver à développer comme ça une intervention avec un protocole précis. Et ce que relève l'ACHA en 2018, c'est qu'en lecture, les recommandations en langage écrit pour les élèves du secondaire, puisqu'elle répond à cette population, eh c'est de développer la capacité d'utiliser des mots racines pour comprendre le sens du mot, améliorer aussi la conscience morphologique, notamment en incluant des phases d'échange réguliers et d'ajuster le niveau de compréhension des affixes dérivationnels avec le patient, en changeant la signification, en changeant les formes, en les transformant. Développer la capacité de déchiffrer aussi des mots morphologiquement complexes associés à différentes disciplines scolaires. Dans le cadre de l'écriture, l'association américaine recommande aussi d'améliorer, la visée d'améliorer la compréhension des aspects phonologiques et morphologiques par des situations orthographiques régulières et irrégulières, en tenant compte des sons et des syllabes, ce qui revient aussi aux études développées par l'équipe lilloise de Casalis. Amélioration aussi de la connaissance des patterns orthographiques des mots irréguliers. Autre conseil fortement proposé, c'est de renforcer les compétences dans l'écriture de phrases plus complexes et grammaticalement correctes et améliorer la capacité de juger l'exactitude de la grammaire et les formes de mots morphologiques dans ses propres productions. C'est-à-dire que le patient soit acteur aussi de ses productions et pouvoir s'auto-corriger et passer par des réflexions personnelles. Galouchka, toujours dans cette perspective récapitulative des preuves, on a pu relever avec ma consoeur Julie Catini que dans l'étude de Galouchka, par exemple, les compétences en orthographe sont améliorées par l'utilisation d'une instruction systématique des correspondances lettres-sons, avec des exercices variés analysant les sons, les syllabes, les morphèmes, et en entraînant les procédures pour acquérir et généraliser les régularités orthographiques. L'étude de Williams, alors elle est plus discutée, elle est plus discutable, puisque c'est une revue systématique qui fait pour la première fois vraiment l'état en fait, des informations sur l'orthographe et pas seulement sur des situations d'apprentissage, de listes, mais là vraiment des situations un peu plus naturelles, un peu plus écologiques. Les résultats démontrent qu'il y a des effets positifs pour les interventions en lecture et en orthographe lorsque les élèves sont évalués sur les mots enseignés, donc en fait on les a un peu préparés. Cependant, il y a encore de nombreuses lacunes dans ce domaine de recherche. Alors, je me permets d'attirer votre attention là-dessus parce que c'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe actuellement de faire des listes comme ça, mais c'est encore considéré comme un niveau de preuve faible pour la clinique. Et ce qui fonctionne le mieux pour l'instant, c'est l'instruction phonétique systématique. Stankey au Canada explique que l'exposition à l'erreur a nécessairement un impact négatif sur l'élaboration de représentations orthographiques. C'est-à-dire que vous renforcez la pathologie dans la pathologie. Et donc, c'est l'apprentissage sans erreur qui permettrait de favoriser
la rétention à long terme de l'orthographe des mots, tant chez les bons que chez les faibles orthographieurs. L'étude de Binamé, alors j'attire votre attention que ce n'est pas une étude interventionnelle, mais plutôt neuropsychologique, mais qui a l'intérêt de donner comme ça des principes actifs, notamment en considérant qu'il est absolument important de faire de l'association sémantique avec les patients, de réaliser des phases de transcription des mots, donner des feedbacks immédiats en cas d'erreur, ne pas renforcer, ce que disait aussi Stanké, et réaliser une pratique intensive. L'étude d'Eri conseille, elle, de travailler sur des mots partageant les mêmes similarités orthographiques. L'étude de Carlyle, quant à elle, parle qui serait bénéfique à partir du moment serait bénéfique de travailler sur les interventions en structure morphologique des mots à partir du moment où l'apprentissage des bases orthographiques sont maîtrisées, c'est-à-dire correspondance graphème-phonème. Et là encore, il s'agit d'une étude en anglais, donc c'est aussi difficile de transférer. On essaye de récupérer, vous avez bien à l'esprit qu'avec le chalutier, on récupère un maximum d'informations, de preuves qui semblent les plus pertinentes pour monter notre intervention. Et enfin, l'étude de Goodwin et Anne en 2010, qui insiste bien sur l'aspect d'instruction systématique en conscience morphologique, qui aurait le plus fort rendement d'efficacité pour la morpho, et aussi que les interventions morphologiques vont améliorer les performances en lecture, en orthographe, en vocabulaire pour les élèves en difficulté, mais il est absolument important d'appliquer des règles récurrentes dans leur travail et leur permettre de reconnaître des relations morphologiques au sein de l'orthographe. Finalement, tout le monde a un peu un consensus sur ce sujet. Donc, grâce à ce consensus, on peut développer des objectifs. Vous avez ici pour Nicole, à court terme, améliorer la conversion phonémo-graphémique sans étayage. À moyen terme, améliorer la qualité des représentations orthographiques de sortie. À long terme, améliorer la production écrite. Les cibles envisagées, c'est les mots ayant des similarités orthographiques et morphologiques. Grâce à cela, on peut, dans la marmite, déposer nos ingrédients, nos principes actifs. Les principes actifs, je pense que de mémoire, puis quand vous vous replongerez dans le podcast, vous pourriez recomposer tous ces principes. Ce qu'il va falloir faire avec Nicole, c'est de regrouper les mots par similarité dans notre travail, fournir une instruction explicite, notamment concernant les régularités graphotactiques et les règles orthographiques, faciliter aussi le mapping orthographique via des représentations multimodales, phonologiques, articulatoires, kinesthésiques, orthographiques, morphologiques, sémantiques en donnant du sens, favoriser l'apprentissage sans erreur, fournir des feedbacks immédiats et adapter évidemment l'étayage fourni. Ça, c'est pour les principes. Au niveau des moyens, 2 champs d'action. D'abord, au niveau de la progression, pour les mots cibles, c'est de travailler sur la recherche de similarités orthographiques des mots de chaque cycle. Demander à Nicole de transcrire des mots avec ou sans le tableau de conversion graphophonémique. Trouver la base et les affixes du mot en analyse structurelle. Créer ensemble des définitions friendly, c'est-à-dire qu'on aurait composé avec Nicole. Trouver des mots de la même famille. Faire la mise en lien aussi entre les représentations morphologiques, orthographiques et sémantiques. Réaliser des textes à trous, ce qu'on appelle des closures chez les anglo-saxons, ou inventer des phrases ensemble. Et puis dans la deuxième modalité, de manière transversale, on va dire plus globale, analyser, faire de l'analyse et de la lecture de mots morphologiquement complexes. Travailler par analogie aussi pour déduire des règles orthographiques en lien avec, c'est ce que disait Godwin, trouver le sens des mots aussi, ou des affixes par analogie. Donc, on est parti sur un dosage, en tout cas, Julie Catini est partie sur un dosage classique, on va dire, vous connaissez toutes et tous, de 45 minutes avec une fréquence à 1 à 2 fois hebdomadaire administrée par un orthophoniste. Parlons peu, parlons bien, je vais vous montrer quelques échantillons de la première séance, mais pour que vous ayez une idée globale, à chaque fois, comme un tableau de correspondance entre ce qu'on a évoqué au niveau des données scientifiques, des principes actifs et des moyens qu'on souhaiterait mettre en place, et de la réalité sur le terrain. Julie propose à Nicole quel préfixe avons-nous vu ensemble lors des deux dernières séances. Donc Nicole doit noter sa réponse et indiquer ce qui a été évoqué. Donc c'est un exemple de facilitation assez concret où on va demander en fait aux patients de se remémorer
les cibles travaillées et on va transmettre immédiatement un feedback correctif aux besoins. Suite à ça, on va indiquer les 2 préfixes cibles qui ont été travaillés. Donc là, vous avez le cas de trans et de R avec des codes couleurs. Vous avez donc un exemple de facilitation aussi concret, toujours basé sur nos principes actifs, hein, c'est acquis désormais, avec notamment une exposition aux formes orthographiques et phonologiques des deux affixes cibles, puisque c'est fait à l'oral, c'est fait à l'écrit, un feedback immédiat, toujours à l'oral, avec des encouragements évidemment, et un rappel par une instruction explicite. Celui-là, je l'aime particulièrement. Que signifie trans? On demande à l'enfant, à Nicole, de poser sa réponse. Et puis, on revoit ensemble, en fait, les définitions, une définition commune. On essaie de la travailler. Vous pouvez voir, en fait, que eh bien, ce qui a été développé avec Nicole et Julie, son orthophoniste, c'est un code couleur, une forme de facilitation pour développer une définition friendly. Donc, une définition friendly, c'est style, alors je vais peut-être dire une bêtise, en 2012, mais je vous donnerai la référence, qui parlait des définitions friendly. En fait, ce sont des définitions qui ne viendraient pas des dictionnaires. Encore une fois, on va agacer Bernard Pivot ce soir, mais d'une définition qu'on a développée avec le patient, l'étudiant, l'élève, qui va plus lui parler pour accéder à des représentations morphologiques et accéder aussi plus facilement au sens et à l'orthographe. Là, vous voyez que transpercé a été séparé artificiellement en couleur. Que veut dire trans? Eh bien, grâce à transpercé, Nicole peut extraire une définition qui serait percée à travers. Et percé est repris en violet, avec perce en violet dans la base de transpercé. Et vous avez en bleu à travers qui renvoie à trans sur cette base. Même principe avec transvasé pour passer d'un vase à l'autre. Même principe ici avec que signifie trans. Cette fois-ci, on va demander à l'enfant de donner une nouvelle fois la définition suivant une chronologie. Et on va renforcer cette mise en lien et cette définition friendly qui aura été travaillée préalablement avec cette diapo. Que signifie R? Toujours avec cet affixe, c'est bien même procédure. Et là, vous pouvez constater finalement l'aspect redondant de l'activité, un étayage qui est essentiel en fait pour un orthophoniste afin de renforcer l'apprentissage et de développer un travail par modalité, suivant une chronologie pour donner une régularité aux patients. Vous avez les mêmes principes à la suite sur ces diapos. Et vous voyez un exemple de facilitation, encore une fois, où on va demander en fait à l'enfant de verbaliser 5 autres mots avec la composition du mot trans. Et Nicole va dire, alors là, elle avait donné les réponses comme transcrire, transcription, transformer, transformation, transformateur, transcripteur. C'est encore une fois un étayage par analogie pour déduire des règles orthographiques et faciliter la mise en lien avec la morphologie dérivationnelle. À la fin de la séance, l'orthophoniste et la patiente vont réécrire une liste de mots qui auront pu être vus pendant la séance afin de renforcer toutes les compétences qui ont été vues. Alors, au niveau des mesures travaillées, eh bien, on voit que en fait, là vous avez ici la chronologie de l'intervention. La première mesure, en fait, va servir à analyser la mesure spécifique du traitement, c'est-à-dire tous les mots travaillés spécifiquement en séance lors de la période d'intervention, en conscience morphologique spécifique, avec 6 séries de 6 mots, comprenant le même préfixe ou suffixe. La deuxième mesure, même si je n'aime pas vraiment parler en ces termes-là, mais c'est conventionnel actuellement en français de dire mesure 2, ce sont les mots qui sont non travaillés, un peu la mesure qui n'est pas spécifique, avec des mots avec des préfixes et des suffixes qui sont assez proches de ceux de la mesure 1. Et enfin, la mesure contrôle, qui, elle, va faire intervenir les mots irréguliers. Pour les mesures 1 et 2, il a été établi 2 scores différents, un score orthographique et un score morphologique. Alors, je passe rapidement les tableaux, mais je vais vous montrer plutôt les schémas, les histogrammes. Les résultats aux différents temps d'évaluation nous permettent d'observer plusieurs effets des interventions proposées. Tout d'abord, pour Nicole, l'instruction phonétique systématique a permis d'obtenir une augmentation des scores au niveau de l'orthographe pour les 2 mesures travaillées.
C'est intéressant parce que cet effet est très important au début de l'intervention, mais cela diminue au cours du temps, même si la tendance générale reste positive. Les performances pour la transcription de mots irréguliers est stable au cours du temps, et ça tend aussi à démontrer la spécificité de notre intervention sur les mots irréguliers. Pardon, j'ai dit mots irréguliers sur les mots réguliers. L'intervention en conscience morphologique globale a permis quant à elle d'obtenir un premier effet sur la transcription correcte des préfixes et des suffixes, tant pour les mots travaillés en mesure 1 que les mots non travaillés en mesure 2, alors que les performances étaient stables lors de la période de référence et finalement de l'intervention par instruction phonétique systématique. L'intervention en conscience morphologique spécifique, c'est ce qui est passionnant aussi, c'est ce qui a permis d'obtenir un second effet positif sur le score morphologique avec des scores atteignant presque le maximal en fait, tant pour la mesure 1 que pour la mesure 2. Et l'instruction phonétique systématique a permis d'améliorer les compétences orthographiques de Nicole de manière générale. Dans un deuxième temps, il a pu servir aussi de socle pour une intervention morphologique globale et spécifique afin d'améliorer la transcription des affixes des mots. Donc Nicole est capable de transférer facilement ses connaissances d'un mot à un autre, étant donné que nous pouvons observer une progression parallèle de la mesure 1 et de la mesure 2. La stabilité des scores au niveau de la mesure 4 prouve l'effet spécifique de l'intervention. Donc pour clore cette présentation, on comprend bien que les occurrences, considérées comme des formes dérivées, doivent répondre à des critères qui ne sont pas toujours harmonisés, tant au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche appliquée, avec en même temps un besoin urgent de développer des outils qui proposent un consensus, ou du moins une trajectoire un peu plus neutre de toute obédience théorique marquée, et c'est ce que s'emploie à faire Demonext. On peut se féliciter notamment de l'apport de la psycholinguistique, et quand on parle de psycholinguistique, il faut vraiment penser à l'orthophonie derrière, parce qu'il y a de plus en plus aussi de chercheurs en orthophonie qu'on considère comme des psycholinguistes, mais qui sont orthophonistes de formation initiale, pour contextualiser des occurrences dans des données développementales, dans des registres, dans des différents registres aussi, que ce soit oral ou écrit, ou des critères de fréquence et de consistance. Mais c'est également être fier de contribuer au développement des connaissances sur les formes dérivées en français de France et participer à la confirmation empirique de projets comme d'agences financées par l'Agence nationale de la recherche et qui va permettre de répondre aux manques importants pour la clinique également. Donc, dans un registre qui justifie notre présence ici dans l'enceinte d'une université de santé et de médecine, le transfert de la banque de données de Demonext serait l'occasion d'offrir un nouveau modèle de collaboration à l'interface des sciences du langage et de l'informatique, mais aussi des sciences orthophoniques et de l'éducation. Et c'est l'opportunité pour les orthophonistes et les pédagogues de renforcer leur protocole de soins d'évaluation, d'enseignement, mais aussi de développer des approches en EBP, en EBE, comme j'ai pu vous le présenter grâce à notre partenaire Julie Catini, et de développer aussi des recherches dans un domaine encore sous-considéré finalement, aussi bien en linguistique qu'en orthophonie. Donc si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à candidater, si je puis dire, à faire de la collaboration avec nous. C'est vraiment tout l'objet de cette présentation, et puis du temps d'échange qui va suivre ensuite. Si vous êtes intéressé par la recherche participative, il y a deux branches qui s'ouvrent à vous là, dès ce soir. C'est d'abord une enquête préalable, ça fait partie du bloc A de notre recherche, qui dure 20 à 30 minutes, qu'on va bientôt vous transmettre par courriel. Et vraiment, n'hésitez pas à mobiliser tous les praticiens et praticiennes autour de vous. Et puis, de développer des protocoles d'intervention ciblés en partenariat avec le Centre de formation universitaire en orthophonie de Lille, ici, pour constituer des vignettes cliniques, mais aussi pour encadrer des mémoires, pour enrichir vos encadrements de stage avec le soutien des étudiants et du département. Là, je vous remercie chaleureusement de votre écoute attentive et de votre patience à cette heure de la journée, pour un thème aussi dense que celui de la morphologie dérivationnelle. J'espère pouvoir répondre au mieux à vos interrogations. Merci beaucoup.